Bonjour, bienvenue à cette 8e leçon sur l'utilisation du logiciel GAMS. L'objectif de cette 8e leçon est d'introduire l'utilisateur du logiciel GAMS à la modélisation en équilibre général calculable. Il s'agit réellement d'une introduction et nous couvrirons l'essentiel des étapes sans toutefois discuter plus à fond de la théorie de l'équilibre général. En effet, jusqu'à maintenant, les exemples qui vous ont été présentés étaient des modèles en équilibre partiel où nous cherchions à optimiser un comportement. Le logiciel GAMS est aussi grandement utilisé pour résoudre des modèles d'équilibre général calculable. Et dans cette leçon, nous allons vous présenter un très simple modèle d'équilibre général qui a été développé par M. Antoine Bouet. Dans notre exemple simple, nous allons supposer qu'une économie ne produit qu'un seul bien en utilisant deux facteurs de production, soit le travail et le capital. Il existe un seul agent dans cette économie et son revenu est constitué de la rémunération des deux facteurs de travail, c'est-à-dire des deux facteurs de production, c'est-à-dire le travail et le capital. Et nous supposerons que cet agent utilise la totalité de son revenu pour acheter le produit, le bien qui est produit dans l'économie. Nous supposerons finalement que l'équilibre est atteint sur tous les marchés, c'est-à-dire sur le marché du bien et sur le marché des facteurs. Alors, mathématiquement, nous supposerons que la production Y est une fonction de type Cobb-Douglas du capital et du travail. Donc, nous avons ici KD qui représente le capital, L le travail, A est un paramètre d'échelle et alpha représente le paramètre d'élasticité. Les fonctions de demande pour chacun des facteurs de production est simplement dérivée à partir des conditions de premier ordre de minimisation des coûts sous contrainte de notre fonction de production de type Cobb-Douglas. Nous ne ferons pas la totalité des mathématiques ici. Alors, la demande de travail est exprimée ainsi, c'est-à-dire que c'est une part de la valeur de la production totale. Alors, P est le prix du produit, W est le taux de salaire. En d'autres termes, plus le taux de salaire est élevé, moins la quantité de travail demandée sera élevée, et inversement, plus le prix est élevé, plus la quantité de travail demandée sera élevée. Il en va de même pour le capital. Alors, le capital est une proportion de la valeur des ventes divisée par le taux de rendement du capital, représenté ici par la variable R. Ainsi, le revenu de notre agent, ou le revenu national, est donné par la somme de la rémunération du travail et de la rémunération du capital, et sa consommation, c'est-à-dire la demande représentée ici par la variable C, est tout simplement égale au revenu divisé par le prix du produit qui est produit dans notre économie. Comme nous l'avons dit plus tôt, nous supposons que chacun des marchés est en équilibre. Donc, l'offre est égale à la demande sur le marché du produit, mais aussi sur les marchés des facteurs, donc sur le marché du capital et sur le marché du travail. Nous supposons ici que la quantité de capital disponible dans notre économie est connue et qu'elle est égale à 3000. Et nous supposerons aussi que la quantité de travail est connue et est égale à 7000. En d'autres mots, nous avons 8 équations et 8 variables endogènes. Alors, vous noterez ici qu'on parle des variables endogènes, c'est-à-dire nous ne prenons pas en compte nos deux variables exogènes que sont l'offre de capital,
et l'offre de travail. 8 équations, 8 variables endogènes. Toutefois, il est facile de démontrer que si deux marchés sont en équilibre, alors le troisième l'est automatiquement, étant donné l'ensemble des autres équations du modèle. C'est ce que nous appelons la loi de Walras. Nous allons maintenant démontrer cette loi. À partir de l'équation 5, qui stipule que la consommation est égale au revenu divisé par le prix, si nous déplaçons le prix du côté gauche de l'équation, nous obtenons l'équation I ici, qui est la valeur de la consommation, est égale à la valeur du revenu. Maintenant, l'équation d'équilibre 6 stipule que la consommation est égale à la production ou l'offre est égale à la demande. Dans l'équation I, nous pouvons donc remplacer C par Y. Ensuite, utilisons l'équation 4. L'équation 4 dit le revenu total est égal à la rémunération du travail plus la rémunération du capital. En d'autres mots, étant donné l'équation II développée à la diapo précédente, nous pouvons remplacer le revenu par le produit du prix fois la quantité produite pour obtenir PY égale la somme de la rémunération du travail plus la rémunération du capital. Maintenant, si j'utilise l'équation 2 ici, que je déplace le taux de salaire du côté gauche de l'équation, je fais la même chose ici pour le rendement du capital. Je multiplie le capital par son rendement. Et si je fais la somme de la rémunération du capital et du travail, j'obtiens donc, selon l'équation 2 et l'équation 3, que la somme de la rémunération des facteurs est égale à 1 moins alpha fois PY, donc ici le numérateur de l'équation 2, plus alpha fois PY, c'est-à-dire le numérateur du côté droit de l'équation 3. Bien sûr, 1 moins alpha plus alpha nous donne donc 1, et donc la somme de la rémunération du travail et du capital basée sur la demande pour chacun des facteurs est égale à PY. Notons que nous avons ici à la fois PY et PY ici. Donc, en utilisant les équations 3 et les équations 4, nous obtenons l'équation qui suit, c'est-à-dire que la rémunération de l'offre de travail plus la rémunération de l'offre de capital est égale à la rémunération de la demande de travail plus la rémunération de la demande de capital. Si l'équilibre est respecté sur le marché du travail, je peux donc remplacer du côté droit de mon équation LD par LS, puisque l'équation d'équilibre stipule que l'offre est égale à la demande. Ces deux côtés s'annulent donc. J'obtiens que la rémunération du capital offert est égale à la rémunération du capital demandé, ce qui me donne donc l'équation d'équilibre sur le marché du capital. En d'autres mots, étant donné les équations d'équilibre sur le marché des biens et sur le marché du travail, et étant donné l'ensemble de mes autres équations de mon modèle, automatiquement, l'équilibre sur le marché du capital sera respecté. Nous disions donc il y a quelques diapositives que nous avions 8 équations au total, mais dans les faits, une d'entre elles n'est pas indépendante, telle que nous venons de le démontrer. Lorsque nous cherchons à résoudre un système d'équations, comme vous le savez, nous devons avoir autant d'équations que de variables endogènes, mais les équations doivent être indépendantes les unes des autres. Ceci étant dit, si j'enlève une équation d'équilibre de mon système d'équations, je vais avoir 7 équations au total, mais j'aurai 8 variables endogènes. Mon modèle ne sera pas carré.
Enlevons une équation d'équilibre de notre modèle, c'est-à-dire l'équilibre sur le marché du capital. Nous obtenons donc maintenant 7 équations au lieu de 8. Notez que nous aurions pu enlever n'importe laquelle des équations d'équilibre. Étant donné la structure mathématique de notre modèle, il y a une infinité de prix qui permettent de résoudre les équations du modèle, mais la relation entre ces prix doit être respectée, c'est-à-dire doit respecter l'ensemble des équations du modèle. Nous pouvons donc choisir un prix en termes duquel tous les autres prix seront exprimés. C'est ce que nous appelons un numéraire. Nous choisirons ici le prix P, c'est-à-dire le prix du bien qui est produit dans notre économie. Notez encore une fois que nous aurions pu choisir n'importe lequel des autres prix, c'est-à-dire nous aurions pu très bien prendre le taux de salaire ou le taux de rémunération du capital. Passons maintenant à la programmation de notre modèle. Typiquement, le code GAMS de notre modèle d'équilibre général est divisé en 4 parties principales. Le calibrage, le modèle, l'initialisation, puis la résolution du modèle. Dans le processus de calibrage, les ensembles et les paramètres sont définis et on introduit les valeurs qui sont connues du modélisateur. Par la suite, ce qu'on appelle à proprement parler le calibrage est en fait le calcul de la valeur des autres variables du modèle et des paramètres de comportement de façon cohérente avec les valeurs connues et de façon cohérente avec le système d'équations qui a été défini. En d'autres mots, implicitement, le processus de calibrage implique que les données qui sont observées et qui sont utilisées pour la modélisation constituent un état d'équilibre ou une solution de notre système d'équations. Commençons par définir les paramètres, puisque nous n'avons aucun ensemble dans notre modèle tout simple, nous avons effectivement un seul produit. Alors, j'attire votre attention sur le fait que, nous avons défini les paramètres alpha et a, ici, qui sont les paramètres de notre fonction Cobb-Douglas, mais nous avons aussi ajouté une section sur les valeurs de départ de nos variables. Nous avons, pour chacune des variables, créé un paramètre auquel nous avons ajouté 0 à la fin pour distinguer les valeurs de départ de nos variables des variables à proprement parler dans le modèle. Rappelez-vous qu'un paramètre, la valeur d'un paramètre ne change pas suite à la résolution d'un système d'équations, contrairement à la valeur des variables qui, elles, s'ajustent aux différentes conditions du modèle. Les variables à proprement parler seront définies plus tard. Dans notre exemple, les seules données qui sont connues est l'offre de travail, 7000, et l'offre de capital, 3000. Nous en avons discuté plus tôt. Il y a une infinité de prix qui nous permettent de résoudre le modèle. Les prix, en d'autres mots, peuvent être vus ici comme des indices et nous pouvons, au départ, leur assigner à peu près n'importe quelle valeur. Évidemment, la relation entre les différents prix de notre modèle doivent respecter les contraintes qui sont mises en place par les équations. Par simplicité, nous allons assigner une valeur de 1 au prix du modèle, c'est-à-dire au taux de salaire des travailleurs et au taux de rendement du capital, de même qu'au prix du produit. En GAMS, donc, nous écririons l'offre de travail LS
0 est égal à 7000, l'offre de capital est égale à 3000 et les prix sont égaux à 1. Nous avons donc assigné une valeur à toutes ces variables. Nous devons toutefois assigner une valeur aux autres variables du modèle ainsi qu'aux paramètres alpha et A. Pour ce faire, nous allons utiliser la structure mathématique de notre modèle. Donc, puisque les équations 7 et 8 stipulent que la demande de travail est égale à l'offre de travail et que la demande de capital est égale à l'offre de capital, eh bien, les variables KD et LD seront tout simplement égales aux variables KS et LS pour l'année de référence. Ensuite, l'équation 4 nous dit que le revenu est égal à la somme de la rémunération du travail plus la rémunération du capital. Nous pouvons donc calibrer la valeur du revenu comme étant le produit de la valeur pour le taux de salaire et de l'offre de travailleurs plus le taux de rémunération du capital multiplié par la valeur de l'offre de capital. Nous calibrerons la valeur de départ de la consommation nationale, c'est-à-dire le paramètre C0, à partir de l'équation 5, et donc en divisant tout simplement le revenu par le prix du produit P0. Finalement, l'équation 6 nous dit que l'offre est égale à la demande sur le marché du produit. Conséquemment, nous pouvons calibrer la valeur de départ de la variable Y comme étant égale à C. L'ordre dans lequel les étapes du calibrage sont effectuées est extrêmement importante. Rappelons que la façon dont nous avons défini la demande de capital et la demande de travail, c'est-à-dire en utilisant l'offre de capital et l'offre de travail du côté droit de l'assignation, eh bien, évidemment, l'offre de capital et l'offre de travail doivent être définies avant de pouvoir les utiliser. Il en va de même pour le calcul du revenu. Tous les paramètres du côté droit de l'équation doivent être définis avant de pouvoir calibrer de cette façon le revenu de l'agent de notre économie. Donc, les taux de rémunération des facteurs et l'offre des facteurs doivent être définis avant de pouvoir écrire cette définition du revenu. De même, puisque nous calibrons la valeur de la consommation comme étant le revenu total divisé par le prix, eh bien, le revenu doit être défini avant et le prix doit être défini également avant. Même chose donc pour l'offre totale qui est basée sur la valeur de la consommation totale. Il nous reste maintenant nos deux paramètres de la fonction Cobb-Douglas à calibrer. Comme nous l'avons dit précédemment, puisque nous supposons que les données observées constituent une solution à notre modèle, c'est-à-dire que nous supposons que les données observées représentent un équilibre de notre modèle, eh bien, la valeur des paramètres de mes fonctions doivent respecter les valeurs observées dans mon modèle. Alors, si j'utilise l'équation 3, que me dit l'équation 3? Bien, l'équation 3 me dit que la demande de capital est une proportion alpha de la production divisée par le taux de rendement. En isolant alpha du côté gauche, j'obtiens donc que alpha est égal à la rémunération du capital divisé par la valeur de la production totale. Puisque nous connaissons et le taux de rendement du capital, et la demande de capital, et la valeur du prix et la valeur de la production, nous pouvons calibrer le paramètre alpha à partir des valeurs qui ont été assignées à mes différentes variables.
Je procède exactement de la même façon pour le paramètre A. Alors, le paramètre A apparaît dans l'équation 1, ici du côté droit. Si j'isole A, en le plaçant du côté gauche de l'égalité, j'obtiens donc que A est égal à Y divisé par tout ceci. Puisque je connais la valeur de Y, de KD, de LD et de alpha, je peux calibrer la valeur de mon paramètre A. Notez encore une fois que l'ordre dans lequel le calibrage de mes paramètres se fait est extrêmement important. Les variables ou les paramètres qui apparaissent du côté droit de l'équation doivent être définis avant de pouvoir calibrer le paramètre alpha. Donc, on vérifie bien que nous avons toutes les informations nécessaires avant le calibrage du paramètre alpha. Et puisque ce paramètre apparaît dans le calibrage du paramètre A, le paramètre alpha doit être défini avant de pouvoir calibrer le paramètre A. Bien, maintenant que tous les paramètres et les valeurs de départ de mes variables ont été calibrés, nous pouvons définir le modèle en tant que tel. Cette partie du code GANS se divise typiquement en deux parties, c'est-à-dire la définition des variables du modèle, puis la définition des équations de mon modèle. Alors, vous vous rappelez, nous avons développé la structure mathématique du modèle précédemment. Nous savons que nous avons 10 variables à définir. Alors, ces variables sont tout simplement les mêmes variables qui sont utilisées dans nos équations. Et vous noterez que j'en ai ajouté une 11e que j'appelle Léon. Vous vous rappellerez de notre discussion sur la loi de Walras. Pour m'assurer que mon modèle est écrit de façon cohérente, je définis une variable extra que je nomme Léon, qui sera utilisée ultérieurement pour vérifier que l'équilibre sur le marché pour lequel l'équation est redondante est bel et bien satisfaite. Nous y reviendrons plus tard. Vous vous rappelez que nous avons 7 variables endogènes. Nous devons donc définir 7 équations. Et vous noterez ici que les équations sont écrites de façon cohérente avec la définition mathématique de notre modèle. Nous n'y accorderons pas plus de temps puisque au cours des leçons précédentes, nous avons vu comment écrire ce type de modèle. Nous définissons tout d'abord chacune des équations, puis pour chacune des équations, nous écrivons la structure mathématique à respecter. Notez que j'ai ajouté, encore une fois, une 8e équation qui vérifiera l'équilibre sur mon dernier marché. Donc, vous noterez que dans mes équations ici, je n'ai pas écrit l'équilibre sur le marché du capital. Ma dernière équation ici calcule la valeur de ma variable Léon comme étant l'écart entre la demande et l'offre sur le marché du capital. Si mon modèle est écrit de façon cohérente, forcément, la valeur de ma variable Léon devrait être égale à 0 en tout temps. Le processus d'initialisation est très important. En effet, si je tentais de résoudre l'ensemble des équations que nous venons d'écrire, GAMS prendrait comme point de départ une valeur de 0 pour tous les prix et pour toutes les quantités de notre modèle. De notre modèle, oui. En d'autres mots, il serait bien loin de la solution. Une pratique commune et très répandue en équilibre général est d'initialiser chacune des variables à sa valeur de départ, c'est-à-dire à la valeur observée dans les données. Ce faisant, si le processus de calibrage a bien été fait, le solveur trouvera automatiquement la solution qui va tout simplement reproduire les valeurs observées et décrites dans le processus de calibrage.
Donc, le processus d'initialisation consiste à assigner pour chacune des variables une valeur de départ en utilisant le suffixe .l pour les variables endogènes, donc. Alors, vous voyez ici que j'utilise le paramètre qui a été défini dans mon processus de calibrage et auquel j'ai assigné une valeur de départ. Chacune de mes variables endogènes est ici représentée. Pour mes variables exogènes, j'utilise le suffixe .fx et donc l'offre de travail et l'offre de capital sont fixes à leur valeur de départ. Et vous vous rappellerez que nous avons déterminé que notre numéraire serait le prix du bien qui est produit dans notre économie. Finalement, notre code GAMS se termine par une commande de résolution. Vous vous rappellerez des leçons précédentes que nous devons tout d'abord définir le modèle qui doit être résolu en utilisant la commande modèle. Alors, nous avons ici appelé notre modèle CGE et ce modèle inclut toutes les équations que nous avons écrites précédemment. Ensuite, nous pouvons inclure la commande solve. Et ici, nous écrirons tout simplement, nous utiliserons la méthode de résolution Constraint Nonlinear System, CNS, qui est une procédure de résolution, en fait, qui nécessite que le modèle soit carré. En d'autres mots, il doit y avoir exactement le même nombre de variables endogènes qu'il y a d'équations indépendantes. Maintenant, nous allons dire à GAMS d'exécuter le modèle, soit en cliquant sur la flèche, le bouton avec la flèche rouge, ou en appuyant sur la touche F9. S'il n'y a aucune erreur, la fenêtre de processus devrait ressembler à ceci. Rappelez-vous ce que représente ici la première valeur sous l'entête Infeasibility. Infeasibility, en fait, vous donne la plus grande différence rencontrée entre le côté gauche et le côté droit de chacune de vos équations en utilisant la valeur qui a été assignée à chacune de vos variables. Ce que nous dit donc cette valeur de 0 nous confirme donc que la valeur des variables et la valeur des paramètres permettent de reproduire automatiquement l'ensemble des égalités qui ont été définies dans notre modèle. En d'autres mots, ça nous confirme que le processus de calibrage a été fait de façon impeccable, que ce processus de calibrage a été fait de façon cohérente avec la structure du modèle, que les équations sont correctement écrites et que toutes les variables ont été initialisées correctement. Évidemment, puisque nous n'avons introduit aucun choc, le modèle, la solution du modèle est tout simplement égale à la valeur que nous avons assignée à chacune de nos variables dans le processus de calibrage. Vous pouvez vérifier dans votre fichier LST, à la fin, que la valeur de chacune des variables correspond bel et bien à ce que nous avions dit dans le modèle. Maintenant, essayons de faire une simulation, donc d'introduire un choc. Supposons que l'offre de travail s'accroît de 10%. Pour introduire un tel choc, nous multiplions tout simplement le côté droit de la contrainte sur l'offre de travail par 1.1. Donc, le niveau de l'offre de travail sera égal à ce qu'il était dans nos variables de départ, multiplié par 1.1, donc 10% plus grand. On fait tourner le modèle, soit en cliquant sur la flèche rouge dans notre fenêtre, ou en appuyant sur la touche F9. Vous noterez tout d'abord que la première valeur qui apparaît dans votre fenêtre de processus n'est plus égale à 0.
Pourquoi? Ben, tout simplement parce que nous avons introduit un choc. Donc, forcément, les valeurs de départ qui sont assignées à chacune des variables ne permettent plus d'atteindre automatiquement l'équilibre. Mais nous voyons ici que GAMS a réussi à trouver une solution. Alors, nous regardons dans le fichier LST quelle est la valeur de la solution. Et voici la valeur de chacune des variables de notre modèle. J'attire votre attention sur la valeur de Léon. Alors, lorsque vous construirez vos modèles d'équilibre général, vous voudrez vous assurer qu'après avoir fait une simulation, la valeur de Léon reste très près de 0, ce qui est le cas ici. Sinon, si cette valeur est plus grande, cela vous indiquera qu'il y a une erreur soit dans le processus de calibrage, soit dans l'écriture de vos équations ou dans le processus d'initialisation. Comme je le mentionnais au début de notre leçon, le logiciel GAMS est largement utilisé pour la modélisation en équilibre général. Lorsque vous construisez un tel modèle, vous devez tout d'abord écrire votre structure mathématique et vous assurer que vous avez bien le même nombre de variables endogènes et d'équations. N'oubliez pas la loi de Walras. Votre modèle doit être carré, mais doit inclure uniquement des variables indépendantes. Chaque paramètre et chaque variable doivent être calibrés sur la base des données qui sont disponibles, mais de façon cohérente à votre système d'équations. Une fois votre modèle écrit, assurez-vous qu'il est capable de reproduire les données qui ont été utilisées pour le calibrage. Ensuite, vérifiez que lors de l'introduction d'une simulation, tous les marchés sont bel et bien en équilibre en utilisant une variable comme nous l'avons fait ici, une variable Léon qui calcule le déséquilibre sur le dernier marché. Votre devoir pour cette leçon, bien c'est simple, c'est tout simplement d'écrire le code GAMS qui vous a été présenté ici. Faites tourner votre programme, corrigez vos erreurs et assurez-vous que sans choc, le modèle reproduit bel et bien les valeurs de départ, c'est-à-dire les valeurs qui ont été présentées ici dans le modèle. Faites quelques simulations et assurez-vous que la variable de Léon reste très près de 0, peu importe la simulation que vous introduirez. Bon travail!